La récolte est terminée, les parcelles sont vides, et on dirait que le jardin se prépare à son sommeil hivernal. Et si je vous disais que c'est précisément maintenant, en septembre, que commence le travail le plus crucial pour l'année prochaine. Et il ne s'agit ni de bêchage intensif ni d'apport chimique. Nous allons parler d'une véritable cure de jouvence pour votre terre que vous pouvez lui offrir dès maintenant. Aujourd'hui, vous découvrirez comment choisir les engrais verts parfaits qui transformeront votre terre fatiguée en un véritable oasis de fertilité. Et je vous le promets, l'un des conseils que je vous donnerai à la fin vous fera voir vos tâches de jardinage habituelles sous un tout autre angle. Mais que sont donc ces mystérieux engrais verts? En bref, ce sont des fertilisants naturels, des plantes que l'on sème non pas pour la récolte mais pour le bénéfice de la terre elle-même. Nos ancêtres l'avaient déjà compris intuitivement en laissant les champs en jachère où poussait de la verdure sauvage. Aujourd'hui, nous disposons d'un véritable arsenal de cultures éprouvées, et septembre est le moment idéal pour les semer. Elles auront le temps de bien se développer avant les gelées et feront tout le sale boulot pour vous pendant que vous siroterez votre thé et planifierez vos plantations du printemps. Alors, découvrons ensemble comment fonctionne cette magie verte. Imaginez votre parcelle de jardin après la récolte. Elle a tout donné, épuisé toutes ses forces et tous ses nutriments. Le sol est, pour ainsi dire, affamé et fatigué. C'est là qu'entrent en scène les engrais verts. Leur mission principale, nourrir le sol et lui redonner toute sa vitalité. Comment y parviennent-ils? Premièrement, ils développent une biomasse verte impressionnante. Toutes ces feuilles et tiges sont de la pure matière organique. Quand on les fauche, cette verdure devient un véritable festin pour les vers de terre et les micro-organismes bénéfiques. Ils la transforment en humus, le bien le plus précieux que l'on puisse trouver dans le sol. Deuxièmement, l'azote. L'azote est l'équivalent des protéines pour les plantes, leur principal matériau de construction. Certains engrais verts, notamment les légumineuses, sont de véritables usines à azote. Ils ont une capacité unique, celle de capter l'azote directement de l'air et de le stocker dans leurs racines. Quand la plante meurt, toute cette précieuse réserve est mise à disposition de vos futures tomates et concombres, et ce, entièrement gratuitement. Au final, le sol ne se contente plus d'être une simple motte de terre, mais devient un organisme vivant et respirant. Il devient meuble, aéré et capable de retenir l'humidité. C'est le fondement même d'une future récolte généreuse. Prenons un cas concret. Imaginez une terre lourde, argileuse. Au printemps, elle est collante comme de la pâte à modeler, et en été, elle se fissure comme du béton. L'eau stagne en surface sans parvenir à pénétrer en profondeur. Les racines des carottes ou des betteraves n'ont tout simplement nulle part où s'épanouir. Tenter de travailler un tel sol à la bêche, c'est une véritable épreuve de force. Eh bien, pour une telle terre, les engrais verts sont une véritable bénédiction. Il existe des plantes dotées d'un système racinaire incroyablement puissant, comme le radis fourragé ou le seigle. Leurs racines sont de véritables forêts vivants. Elles sont capables de s'enfoncer à plus d'un demi-mètre de profondeur, traversant les couches les plus compactes. Elles écartent littéralement les particules d'argile. Et que se passe-t-il ensuite? En hiver, les engrais verts meurent, mais leurs racines demeurent dans le sol. Pendant l'hiver, elles se décomposent, laissant derrière elles un réseau entier de minuscules canaux et de cavités. Et au printemps, l'air et l'eau pourront circuler facilement dans le sol grâce à ces canaux. La terre devient structurée, aérée et vivante. Et tout cela sans l'effort surhumain de la bêche. Vous avez simplement semé les graines et la plante a fait tout le gros du travail pour vous. Mais que faire si vous rencontrez le problème inverse? Par exemple, un sol sablonneux. Il est léger, meuble, un vrai plaisir à travailler, mais il a un inconvénient majeur. Ce sol est une vraie passoire. On a beau arroser, l'eau s'infiltre instantanément en profondeur, entraînant avec elle tous les nutriments. Après une averse, 1 heure suffit pour que la terre soit de nouveau sèche. On apporte des engrais et ils sont aussitôt lessivés vers les couches profondes, là où les racines de vos légumes ne peuvent tout simplement pas les atteindre. Sur un tel sol, les plantes souffrent constamment de la soif et de la faim. Et une fois de plus,
Les engrais verts viennent à la rescousse, mais ils agissent différemment. Il ne s'agit plus d'ameublir, mais au contraire de coller les particules de sable pour rendre le sol plus rétenteur d'eau. Pour cela, les engrais verts, qui produisent beaucoup de masse verte et possèdent un système racinaire fibreux et dense, sont idéaux. Par exemple, l'avoine, la vesse ou la facélie. Leurs racines, comme une toile d'araignée extrêmement fine, enlacent chaque grain de sable, et leur végétation fauchée, en se décomposant en surface, crée une couche organique semblable à une éponge. Cette éponge absorbe et retient l'eau de pluie, l'empêchant de s'évaporer ou de s'infiltrer instantanément. En conséquence, le sol devient capable d'accumuler l'humidité et les nutriments. Cela transforme votre désert en un oasis fertile, mais les bienfaits des engrais verts ne se cantonnent pas à la seule amélioration de la structure du sol. Un autre aspect crucial, c'est leur efficacité redoutable contre les mauvaises herbes. Imaginez un peu le temps et l'énergie que vous consacrez au désherbage. On a parfois l'impression que c'est une bataille sans fin, où les mauvaises herbes semblent toujours avoir le dernier mot. Eh bien, les engrais verts sont votre arme secrète dans cette guerre. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Semés en septembre, ils germent et se développent très rapidement, formant un véritable tapis végétal, dense et épais. Ce tapis recouvre entièrement la surface du sol, la privant des rayons du soleil. Or, sans lumière, aucune graine de mauvaise herbe enfouie dans le sol ne peut germer. Les engrais verts ne leur laissent tout simplement aucune chance. Ils étouffent littéralement les adventices dans l'œuf, les empêchant même de se développer. Le seigle et la moutarde excellent particulièrement dans ce rôle. Non seulement ils créent de l'ombre, mais ils libèrent aussi dans le sol des substances spécifiques appelées allélopathes qui inhibent la croissance d'autres plantes. C'est un véritable herbicide naturel et parfaitement écologique. Au printemps, vous retrouverez une parcelle de terre pratiquement propre où il ne restera plus qu'à faire des trous et à repiquer vos plants. Fini les corvées de désherbage épuisantes en début de saison. Mais ce n'est pas tout. Allons voir ce qui se passe sous la surface, sous nos pieds. Notre sol, ce n'est pas qu'une simple masse minérale inerte. C'est un monde entier où foisonne une vie invisible. Des milliards de bactéries, de champignons, de micro-organismes, et bien sûr nos précieux alliés, les vers de terre. Ce sont eux qui rendent la terre fertile. Mais pour que cette armée de travailleurs œuvre à notre service, il faut la nourrir. Et de quoi se nourrissent-ils? Précisément de matière organique. Lorsque nous nettoyons nos parcelles en retirant tous les résidus végétaux, les fanes, nous condamnons en quelque sorte tous ces habitants du sol à un régime de famine. Et c'est là que les engrais verts entrent en jeu, agissant comme un véritable restaurant gastronomique pour eux. Leurs racines vivantes sécrètent des sucres dans le sol, des sucres qui nourrissent les microbes bénéfiques. Et après la fauche, leur masse verte et leurs racines en décomposition se transforment en un festin royal pour les vers de terre. Les vers entraînent cette matière organique en profondeur, la transforment et enrichissent le sol de leur déjection, les coprolites, qui constituent l'engrais le plus précieux et le plus facilement assimilable. Autrement dit, en semant des engrais verts, vous ne faites pas que fertiliser le sol. Vous créez des conditions de vie idéales pour tout un écosystème qui œuvrera pour vos futures récoltes, 24 heures sur 24 et entièrement gratuitement. Saviez-vous que les engrais verts peuvent agir comme de véritables gardiens pour votre potager? Ils ont le pouvoir de repousser les nuisibles. L'un des ennemis les plus redoutables de la pomme de terre, de la carotte et de bien d'autres légumes racines est le ver fil de fer. Il s'agit de la larve du taupin. Cette petite larve jaunâtre est capable de perforer toute votre récolte, la rendant impropre à la conservation. Lutter contre lui avec des produits chimiques n'est pas la meilleure des solutions. Mais il existe une méthode astucieuse et parfaitement inoffensive. Le ver fil de fer ne supporte absolument pas les plantes de la famille des crucifères, en particulier la moutarde blanche et le radis fourragé. Les sécrétions racinaires de ces plantes contiennent des huiles essentielles et des alcaloïdes qui lui sont toxiques. Lorsque vous semez de la moutarde sur une parcelle où ont poussé des pommes de terre, vous créez en fait des conditions intolérables pour ce nuisible. Il meurt sur place ou il quitte la zone pour aller chercher refuge ailleurs.
Ainsi, durant l'automne et l'hiver, votre potager est débarrassé de ce parasite. Et au printemps, vous pourrez planter vos pommes de terre dans une terre saine et assainie en toute sécurité. Voilà une méthode simple et efficace pour protéger vos futures récoltes sans la moindre goutte de poison. Les engrais verts ne sont pas de simples protecteurs, ce sont de véritables médecins pour votre sol. Dans la terre, tout comme chez nous, les maladies s'accumulent. Spores de champignons, bactéries pathogènes, tous ces indésirables restent après la récolte, n'attendant que la saison suivante pour attaquer vos nouvelles plantations. Les ennemis les plus connus sont le mildiou pour les tomates et les pommes de terre, la gale des légumes racines ou encore les diverses pourritures. Les combattre année après année à coups de fongicides, c'est coûteux et nocif, mais ici aussi, la nature nous offre sa propre solution. De nombreux engrais verts, notamment les crucifères comme la moutarde et le radis fourragé, mais aussi certaines céréales comme l'avoine, libèrent des phytoncides dans le sol. Ce sont des antibiotiques naturels qui inhibent le développement des micro-organismes pathogènes. Ils assainissent littéralement la terre. En les semant à l'automne, vous lancez un processus d'auto-guérison naturelle du sol. Pendant l'hiver, les spores de nombreux champignons disparaîtront et au printemps, la charge pathogène de votre potager aura considérablement diminué. C'est une excellente prévention qui contribuera à réduire le risque de maladie pour vos plantes à l'avenir et à obtenir une récolte plus saine et plus qualitative. Penchons-nous maintenant sur nos héros verts. Commençons par les légumineuses, la véritable aristocratie des engrais verts. On y retrouve le pois, la vesse, le lupin et le trèfle. Leur super pouvoir, une capacité unique à s'allier avec des bactéries très spéciales appelées bactéries nodulaires. Ces bactéries vivent sur leurs racines et, comme nous l'avons déjà vu, sont capables de capter l'azote directement de l'air pour le transformer en une forme assimilable par les plantes. En fait, ce sont de véritables petites usines à fabriquer de l'engrais azoté gratuit directement dans votre potager. Une fois les légumineuses fauchées, tout cet azote accumulé reste dans le sol, profitant ainsi aux cultures suivantes. Elles sont donc des précédents culturaux idéaux pour les plantes très gourmandes, comme le chou, les courges ou les courgettes. La vesse, par exemple, est souvent utilisée en mélange avec de l'avoine, car ces deux plantes se complètent parfaitement. Quant au lupin, avec ses racines puissantes, il est capable d'extraire le phosphore des profondeurs du sol, le rendant ainsi disponible pour les autres cultures. Semer des légumineuses est le moyen le plus simple et le plus naturel d'enrichir un sol pauvre. Passons maintenant à un autre groupe essentiel, les crucifères. On y retrouve des espèces bien connues comme la moutarde blanche, le radis fourragé et le colza. On pourrait les qualifier de véritables sprinteurs parmi les engrais verts. Leur atout majeur, une croissance fulgurante. Si le temps presse avant les premières gelées et que vous devez rapidement occuper vos parcelles, les crucifères sont sans aucun doute le meilleur choix. En à peine un mois ou un mois et demi, elles peuvent développer une biomasse verte considérable. Mais leur intérêt ne se limite pas à leur rapidité. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce sont aussi d'excellents agents phytosanitaires. Leurs exsudats racinaires, gorgés de soufre et d'huiles essentielles, assainissent efficacement le sol en luttant contre les agents pathogènes comme le mildiou et la gale, tout en repoussant des nuisibles tels que le ver fil de fer et les nématodes. De surcroît, le radis fourragé se distingue par une racine pivotante très longue et puissante, capable d'ameublir merveilleusement même les sols les plus compacts. Le semis de crucifères, après la culture de pommes de terre, de tomates ou de fraises, est une pratique classique et très efficace pour assainir et revitaliser votre potager. N'oublions pas nos bons vieux amis, les engrais verts céréaliers. Il s'agit principalement du seigle d'hiver et de l'avoine. Peut-être ne fixe-t-il pas l'azote comme les légumineuses, ni ne lutte-t-il aussi activement contre les maladies que les crucifères, mais ils possèdent un talent unique et absolument essentiel. Leur force réside dans leurs racines. Les céréales développent un système racinaire fasciculé incroyablement dense, composé de milliers de radicelles ultra-fines. Ce maillage racinaire pénètre toute la couche superficielle du sol, créant une structure grumeleuse idéale. Il rend la terre meuble, aérée et très perméable à l'eau. Après le seigle ou l'avoine,
le sol devient comme une éponge. De plus, le seigle est très agressif envers les mauvaises herbes, notamment les plus tenaces comme le chien-dent. Il les supplante tout simplement du terrain. L'avoine, quant à elle, est plus douce et fonctionne parfaitement en mélange, par exemple avec la vesse. Les céréales sont le meilleur choix pour améliorer les propriétés physiques du sol, surtout s'il est lourd, battant, ou au contraire un sol sableux trop léger. Elles créent cette structure, ce véritable squelette sur lequel repose toute la fertilité. Permettez-moi de vous présenter la facélie, une plante véritablement polyvalente, un couteau suisse végétal qui s'adapte à toutes les situations. Elle est plébiscitée par de nombreux jardiniers et ce n'est pas un hasard. Tout d'abord, la facélie n'appartient à aucune des familles des principales cultures potagères. Cela signifie qu'elle ne transmet pas les maladies ou les ravageurs qui leur sont communs. Vous pouvez donc la semer après n'importe quelle culture et avant n'importe quelle autre, sans craindre de perturber la rotation des cultures. Ensuite, sa croissance est très rapide. Elle forme rapidement une masse végétale luxuriante et aérienne. Ses tiges et feuilles tendres se décomposent très vite, se transformant en un engrais facilement assimilable par le sol. De plus, elle possède un excellent système racinaire qui aère et structure merveilleusement bien le sol. Enfin, c'est aussi une plante d'une beauté incroyable. Ses fleurs lilas attirent au jardin une quantité impressionnante d'abeilles et d'autres insectes pollinisateurs utiles. La facélie est une excellente plante mellifère. Si vous hésitez sur le choix de votre engrais vert ou si vous pratiquez les cultures associées, semez de la facélie les yeux fermés. Vous ne le regretterez pas. Elle est à la fois un engrais, un médecin pour le sol et un véritable ornement pour votre potager. Alors, comment choisir l'engrais vert idéal pour votre situation spécifique? Décomposons cela en fonction de vos objectifs précis. Imaginons que votre problème principal soit un sol lourd, compacté et argileux, ce que beaucoup appellent du béton. Au printemps, impossible d'y planter une bêche. Votre première mission est de l'ameublir, de le rendre plus aéré et perméable. Pour cela, il vous faut des engrais verts perforateurs dotés d'une puissante racine pivotante. Votre championne incontestée dans ce domaine est le radis oléagineux. Sa racine peut plonger jusqu'à 1,50 m de profondeur, perforant les couches les plus compactes. Le colza d'hiver et le lupin sont également d'excellents choix pour cette mission. En les semant à l'automne, vous retrouverez au printemps une terre visiblement plus souple et structurée. C'est la méthode la plus efficace pour alléger les sols lourds et elle ne vous demandera pas d'efforts physiques titanesques. Les plantes feront tout le travail de décompactage profond à votre place. Passons maintenant à l'autre extrême, les sols sableux, pauvres. Comme nous l'avons déjà mentionné, ils retiennent très mal l'eau et les nutriments. Notre objectif ici est donc tout l'inverse. Il nous faut créer dans le sol un composant organique qui agira comme une véritable éponge. Pour cela, les engrais verts sont idéaux, surtout ceux qui produisent beaucoup de biomasse et possèdent un système racinaire fibreux et bien développé. Un choix classique et très efficace est le mélange vesse-avoine. L'avoine, grâce à ses nombreuses racines, structurera le sol et aidera à lier le sable. Quant à la vesse, en tant que légumineuse, elle enrichira cette terre appauvrie en un précieux azote. Leur masse végétale, une fois fauchée et laissée en surface comme paillis, se décomposera progressivement. Elle formera ainsi une couche d'humus et augmentera considérablement la capacité de rétention d'eau du sol. La seigle, le sarrasin et la facélie sont également d'excellents choix pour les sols sableux. Ils vous aideront à transformer votre sol passoire en une parcelle fertile capable de vous offrir de belles récoltes. Et si votre problème portait le nom d'un ravageur spécifique, prenons l'exemple du ver fil de fer. Ce petit ver jaunâtre est capable de réduire en gruyère toutes vos récoltes de pommes de terre, de carottes et de betteraves. Lutter contre lui pendant des années, en triant les tubercules un par un, est un vrai calvaire. Mais il existe une solution très élégante. Si, sur la parcelle où vous avez l'intention de planter des pommes de terre, ou là où elles venaient de pousser, le ver fil de fer vous a donné du fil à retordre, semez sans hésiter de la moutarde blanche. Vous pouvez aussi utiliser du radis fourragé. En fait, le ver fil de fer, qui est la larve du coléoptère taupin,
ne tolèrent absolument pas les plantes de la famille des crucifères. Leurs exudats racinaires contiennent des huiles essentielles et des alcaloïdes spécifiques qui lui sont toxiques. En substance, vous créez dans votre jardin un environnement où le ravageur ne peut tout simplement pas survivre. Il quitte soit cette parcelle, soit il périt. Pendant l'automne et l'hiver, le sol est efficacement assaini. Et au printemps, vous plantez vos pommes de terre dans une terre déjà saine et sécurisée. C'est l'un des exemples les plus frappants de la manière dont les engrais verts peuvent résoudre des problèmes très spécifiques et désagréables au potager. Un autre défi majeur pour de nombreux jardiniers, notamment sous nos climats, est l'acidité élevée du sol. Sur une terre acide, de nombreux légumes comme le chou, la betterave ou l'oignon peinent à se développer. Ils assimilent mal les nutriments essentiels et sont plus sujets aux maladies. Bien sûr, il est possible d'apporter de la chaux ou de la dolomie, mais les engrais verts peuvent également offrir une solution très efficace. Il existe en effet des plantes qui, non seulement prospèrent sur les sols acides, mais contribuent aussi à en améliorer progressivement la structure et à en réduire l'acidité. Le lupin est un excellent exemple. Grâce à ses racines profondes, il capte le calcium et d'autres minéraux des couches inférieures du sol, les remontant vers la surface pour neutraliser l'acidité de la couche arable. La facélie et l'avoine sont également d'excellents alliés pour les sols acides. Elles contribuent à rendre la terre plus meuble et plus riche en matière organique, ce qui favorise également la normalisation du pH. Le semis régulier de ces engrais verts est une méthode douce et naturelle pour améliorer progressivement l'équilibre acido-basique de votre sol, sans avoir recours à des interventions chimiques agressives. Mais que faire si votre objectif principal est de produire un maximum de matière organique ? Par exemple, vous êtes un fervent adepte du jardinage au naturel et vous souhaitez, au printemps, pailler toutes vos planches de culture avec une épaisse couche d'organique. L'idée est de ne plus désherber, ne plus biner et d'arroser moins. Il vous faut donc une quantité maximale de biomasse végétale. Dans ce cas, le semis de mélange est le choix idéal. Les cultures pures ont leur intérêt, mais les mélanges sont systématiquement plus performants. Un grand classique qui garantit une croissance végétale explosive est le mélange vesse et avoine. L'avoine sert de tuteur naturel à la vesse grimpante, l'empêchant de verser. Elle apporte également de la structure au sol. La vesse, quant à elle, enrichit la terre en azote. Ensemble, ils forment un couvert végétal très dense et haut. En fauchant cette masse avant la floraison, vous obtiendrez une quantité impressionnante d'excellents matériaux pour le paillage ou pour constituer des buttes de culture. Un tel mélange ne fait pas qu'accumuler beaucoup de matière organique. Il améliore aussi globalement votre sol, le rendant plus meuble, nutritif et vivant. Passons maintenant à la question du timing. Septembre est un mois long, où la météo peut se montrer très changeante. Que faire si la récolte a traîné et qu'il ne reste que très peu de temps avant les gelées définitives? Est-il déjà trop tard pour semer des engrais verts? Absolument pas. Il faut juste choisir les bons sprinteurs. S'il vous reste à peine un mois de temps doux, votre championne est, une fois de plus, la moutarde blanche. C'est la championne incontestée de la croissance rapide, même dans des conditions froides. Elle lève en seulement 3 ou 4 jours et produit rapidement une belle masse verte. Même si elle ne pousse que de 10 à 15 cm avant les premières gelées, son apport est déjà immense. Ses racines auront eu le temps d'aérer et d'enrichir le sol, et son feuillage, même modeste, le protégera tout l'hiver. Pour les semis tardifs, le colza d'hiver est également une excellente option. Évitez en revanche les cultures frileuses comme la facélie ou le sarrasin. Elles n'auront tout simplement pas le temps de se développer. La moutarde, grâce à sa robustesse face au froid, est votre allié de choix pour revitaliser vos sols rapidement, même en toute fin de saison. Parlons maintenant de la règle la plus cruciale, de l'erreur majeure que commettent de nombreux jardiniers débutants. Retenez ceci. Ne semez jamais un engrais vert qui appartient à la même famille que la culture principale qui l'a précédé ou qui le suivra. Pourquoi est-ce si capital? Tout simplement parce que les plantes d'une même famille partagent les mêmes maladies et les mêmes ravageurs. Par exemple, après avoir récolté vos choux, radis ou ravets, toutes des cultures de la famille des brassicacées ou crucifères,
Si vous semez ensuite de la moutarde ou du radis fourragé, qui sont également des crucifères, non seulement vous n'assainirez pas votre sol, mais vous créerez au contraire des conditions idéales pour l'accumulation et la prolifération de ravageurs et de pathogènes spécifiques comme la hernie du chou. Au lieu d'en tirer un bénéfice, vous transformerez votre planche de culture en un véritable foyer d'infection. Cette règle s'applique à toutes les familles de plantes. Après des pommes de terre ou des tomates, famille des solanacées, évitez de semer un engrais vert de la même famille. Alternez toujours. Après les brassicacées, privilégiez les céréales ou les légumineuses. Après les légumineuses, les brassicacées. C'est la règle d'or de la rotation des cultures et elle s'applique également aux engrais verts. Et nous voilà arrivés au moment crucial. Les engrais verts ont bien poussé. Ils forment une véritable muraille végétale, à la fois splendide et luxuriante. Que faire maintenant? Et surtout, quand faut-il les faucher? Il y a une règle d'or très précise à respecter. Le moment idéal pour faucher vos engrais verts, c'est pendant la phase de boutonnement ou au tout début de leur floraison. Pourquoi ce moment précis? Car c'est justement à cet instant que la biomasse végétale regorge de la plus grande quantité de nutriments, d'azote et d'oligo-éléments. Les tiges sont encore tendres, charnues et n'ont pas encore eu le temps de devenir ligneuses. Cette matière végétale se décompose très rapidement dans le sol, libérant ainsi tous les bienfaits qu'elle a accumulés. Si vous ratez cette fenêtre et laissez vos engrais verts monter en graines, deux problèmes majeurs vont survenir. Premièrement, la plante aura dépensé toute son énergie et ses nutriments pour la formation des graines. Sa masse végétale deviendra alors pauvre, fibreuse et dure comme de la paille. Elle mettra un temps considérable à se décomposer. Deuxièmement, et c'est le point le plus crucial, les graines vont se ressemer directement sur vos planches. Ainsi, l'année suivante, votre précieux engrais vert se transformera en mauvaise herbe envahissante, avec laquelle vous devrez lutter sans relâche. Alors, ne tardez pas, soyez vigilants et fauchez-les au moment opportun. Et la dernière question, sans doute la plus cruciale et la plus débattue, que faire de la matière végétale fauchée? Pendant des décennies, on nous a enseigné une seule méthode. Une fois tondue, il fallait l'enfouir immédiatement, l'incorporer au sol. La logique sous-jacente semblait imparable, garantir que tous les nutriments profitent directement à la terre. Pourtant, une approche moderne et plus consciente de l'agriculture nous révèle tout autre chose. Enfouir cette matière n'est pas la meilleure option. Pourquoi? Lorsque nous retournons une couche de terre, nous détruisons sa structure naturelle, patiemment élaborée par les racines des engrais verts et l'action des vers de terre. Nous remontons à la surface et anéantissons les bactéries anaérobies bénéfiques, tout en enfouissant profondément celles qui sont aérobies et qui requièrent de l'oxygène. En somme, nous créons une véritable catastrophe dans l'écosystème du sol. Il est bien plus efficace et salutaire de procéder différemment. Il suffit de laisser toute la verdure coupée reposer à même la surface de la parcelle. Elle constituera un paillis naturel, protégeant le sol de l'érosion éolienne et du gel hivernal. Les vers de terre et les micro-organismes, eux, se chargeront progressivement d'emporter cette matière organique en profondeur, de la transformer et de la distribuer dans tout le profil du sol, exactement là où elle était nécessaire. C'est la méthode naturelle, peu exigeante en travail et la plus juste qui soit. Et voici le rebondissement que je vous avais promis. Pendant des décennies, on a cru qu'il fallait absolument enfouir les engrais verts dans le sol, les bêcher pour que tous les nutriments descendent en terre. Mais les dernières recherches et l'expérience d'agronomes avant-gardistes montrent que cela peut faire plus de mal que de bien. Lorsque vous bêchez la terre, vous détruisez sa structure, vous tuez les vers de terre et les micro-organismes bénéfiques. En revanche, si vous vous contentez de faucher la verdure et de la laisser sur le potager, vous créez un paillis idéal. Il protégera le sol du gel hivernal, deviendra un festin pour les vers de terre qui, eux, entraîneront toute cette matière organique en profondeur. Et au printemps, vous aurez une terre ameublie, vivante et absolument prête à être cultivée, sans le moindre coup de bêche. Vous ne faites pas que fertiliser, vous lancez un processus naturel de revitalisation du sol. Pour résumer, le choix des engrais verts n'est pas qu'un simple achat de graines,
C'est une stratégie réfléchie pour améliorer votre terre. Choisissez-les en fonction de vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à les mélanger et essayez de ne pas bêcher. Votre terre vous remerciera avec une récolte généreuse l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et maintenant, une question pour vous. Quels engrais verts semez-vous à l'automne? Ou peut-être avez-vous votre recette secrète pour le mélange idéal? Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en.